C'est monsieur le professeur Aïchin. Le problème qu'en pratique, on voit les malades constate de 3 ou 4. Donc, dire l'intérêt de, parce qu'on est en premier plan, dire l'intérêt du dépistage. Exactement. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que vous êtes au premier plan de la prise en charge de la BPCO. Il ne faut pas attendre au stade 2, stade 3. Vous avez un malade qui présente un diabète qui fume, il faut absolument faire ce que j'ai dit tout à l'heure, mesurer son souffle. Soit à notre échelle, on fait la spirométrie, la pulsiographie. À votre échelle, je vais vous proposer des petites choses. Ce ne sont pas des petites, mais quand même des machines qui permettent d'avoir une idée sur le VMS, sur la capacité vitale, sur le DEP. Ça va vous permettre de stadifier votre BPCO et de commencer le traitement de fond. Parce que j'insiste sur le traitement de fond. Et le sevrage tabagique. 2 petites questions. Merci, professeur Aïchin, pour votre Merci. Une petite question, s'il vous plaît, pour le vaccin anti-pneumocoque. Oui, il est fondamental, je crois, si vous avez un malade qui présente des surinfections bronchiques à répétition, alors vous devez donc le vacciner absolument tous les 3 ou 4 ans, parce que généralement ce sont des gens qui font beaucoup d'infections en pneumocoque. Actuellement, je crois qu'il y a un deuxième vaccin qui vient d'être commercialisé au Maroc par le laboratoire Pfizer, qui était réservé, je crois, pour les enfants, et maintenant aussi il est indiqué chez l'adulte. Mais je crois qu'il faut le faire. Dernière question. Merci beaucoup pour votre exposé. Merci. Est-ce qu'on peut parler du BPCO chez une femme mariée à un homme qui est tabagique? Et il a le droit de faire un BPCO parce que vous savez que les hommes parfois ils ont des caprices, ils commencent à fumer devant le visage de sa femme pour qu'il fasse un BPCO exprès. Mais effectivement, la BPCO, vous savez qu'on a découvert la BPCO chez la femme en zone rurale. Ils étaient en contact de la fumée de la cuisine parce qu'ils ont des fours traditionnels. Et effectivement, quelqu'un qui fume dans la maison, ses enfants ont le droit de faire la BPCO. Je n'ai pas parlé de BPCO chez l'enfant parce que chez l'enfant, on peut faire une BPCO, pas à cause du tabac, mais vous savez qu'il y a la mucoviscidose, il y a les dilatations des branches, il y a beaucoup de maladies qui peuvent entraîner un enfant sur la BPCO, mais c'est une entité qui est très particulière. Toute dernière question. Merci Dr Montal. Merci professeur Aïchin pour votre exposé. Ma question est pour un sujet de 40 ans, sans antécédent, sauf une rhinite allergique chronique. Et quand il prend l'avion pendant des vols vraiment, quand un vol est long, oui, long courrier, il se sent essoufflé. Que faut-il faire? Quel est son bilan qu'on doit faire? Alors, rhinite allergique et essoufflée, il y a ce qu'on appelle le syndrome d'hyperventilation, et il y a aussi des pathologies qui peuvent être déclenchées comme ça à haute altitude. C'est un grand problème, c'est pas simple à résoudre, parce qu'il risque de faire des crises d'asthme, il a un terrain atopique, il a une rhinite allergique, il faut absolument qu'il voyage avec de l'oxygène à sa portée, absolument. Il faut absolument le bilanter, lui faire surtout une petite tomographie, une spirométrie, chercher un asthme qui est méconnu, ou bien chercher. Donc, ce n'est pas une chose simple. Il faut absolument qu'il prenne l'avion avec de l'oxygène. Ça, c'est fondamental. Après, il faut le bilanter. Parce qu'il a une rhinite allergique, il a un terrain atopique. Merci, monsieur le professeur Aïchin. Merci à vous. Merci au laboratoire de PSK. Et je réitère mes félicitations aux membres du bureau de la MCC. Merci. Un bon point. 1, 2, 3. Merci beaucoup, vous êtes chez La pause café. Donc on va faire la pause café pour l'instant. Après, il va y avoir avec le tirage au sort de la tombola de l'Institut Danone, seuls les présents auront des lots. Les absents n'auront rien. Donc vous avez intérêt à revenir dans la salle. Et la pause café ne dure que 10 minutes pour rattraper le retard, s'il vous plaît. Merci. Qui nous intéresse, qui nous interpelle tous, c'est le congrès du 13e congrès national du Forum de développement qui aura lieu à l'hôtel Le Savoie à Marrakech du 14 au 16 avril 2017 et qui prend comme thème principal la gérontologie, la gériatrie d'une manière générale. Nous serons très, très heureux de participer à ce congrès, Inch'Allah. Voilà. Alors, maintenant, on passe à la deuxième phase de c'est le tirage au sort de l'Institut Danone qui a proposé de faire une tombola pour les médecins
Et on les remercie de leur participation, on les remercie de leur animation, parce qu'ils vont animer ce... Et on passe tout de suite au tirage au sort. Alors, professeur Benaz, vous serez peut-être le premier à tirer au sort, s'il vous plaît. On m'a reproché personnellement pour... Le premier lot, c'est un récepteur vision. Je nomme Madame Haddiwi Najat. Elle est là. Allah. Bien mérité, vous avez bien travaillé. Monsieur David de l'Institut d'Anna, qui représente l'Institut d'Anna. Je ne vais pas tomber. Présente-toi toi-même. Je m'appelle Denis, je suis responsable de la liste médicale chez l'Institut d'Anna. Par l'occasion, je rappelle un peu en 2 mots la mission de l'Institut d'Anna. C'est surtout promouvoir la nutrition saine et l'importance de l'alimentation dans tout le cycle de vie chez l'être humain. Donc, on fait des visites chez le médecin et on est là surtout pour accompagner le médecin sur les bonnes habitudes et surtout que le Maroc passe par une phase de transition, comme vous le savez tous. Donc, on est là à votre service et on fera tout pour que notre individu marocain sera toujours en bonne santé. On termine. On va passer au deuxième lot qui est... C'est une tablette Samsung 7 pouces. Tablette Samsung 7 pouces. Alors, Dr. Chibet, présidente d'Ameco, Aïcha Rofna, pas le tirage au sort. Alors, Fakhrouddin Feyrouza, pardon. Fakhrouddin Feyrouza. Madame Fakhrouddin Feyrouza. Absent, on va faire le tirage. Ah oui, c'est clair. Les absents ont tort. C'est l'association qui décide. Non, les absents ont tort, on savait. Bien, le deuxième. Docteur Atsani Leila. Je la connais en plus. L'association a été... Alors, troisième lot et dernier, c'est un téléviseur JVC 32 pouces. Applaudissons l'Institut d'Alain pour sa générosité. S'il vous plaît, c'est un nom important. C'est une dame. Son nom commence par M. Je dis M-A-Z. Alors je connais Mazabi. Madame Mazabi Nawel. Gagadir.
Bon, c'était dédié. Là, voilà, soyons sûrs qu'elle n'est pas là. Soyons sûrs qu'elle n'est pas là. Makinesh absent. C'est un homme. C'est un homme. Alors, je vais vendre la mèche. Hein? Là, je peux. Alors, on est très régulier. Désolé pour elle, voilà. C'est la règle du jeu. Hein. Il est de Salé. C'est un confrère de Salé. Younes Abdelaziz. Younes Abdelaziz. Alors, une petite patience. Merci à l'Institut Danone encore une fois. Et donc, le temps de placer l'ordinateur du professeur Blazeuse, on commence immédiatement la séance. On va lui donner 1h04. Avec la deuxième séance plénière. Cette séance plénière est très importante parce qu'elle porte sur les pathologies et surtout la pathologie hépatique au quotidien du médecin. Et nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir Estelle Blazeuse, que vous connaissez tous très bien, un enseignant, un chercheur et vraiment une personne très active, très respectable, je respecte beaucoup. Je le remercie sur votre nom pour son déplacement. C'est pas évident qu'il vienne avec tout le programme. Et cette session elle va porter sur plusieurs thématiques à propos de cas cliniques. Et ça va porter sur les hépatites, sur la cirrhose et la stéatose. Alors, Estelle. Donc, je propose ces 3 cas cliniques. Je vais commencer par le premier. Et cette présentation, il est centrée sur donc des conduites ateliers pratiques, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, quand référer, quand ne pas référer un malade. Donc, lorsque vous aurez affaire à ce genre de pathologie. Je commence par la stéatose hépatique. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose de très fréquent. C'est pourquoi je vais commencer par ça en premier. Vous allez voir que c'est quelque chose que vous allez voir de plus en plus. De plus en plus, tout simplement parce que regardez, la prévalence dans la population générale, c'est 10 à 24%. C'est le sang. C'est bon? Donc, vous voyez, la prévalence, c'est presque 20% de la population qui est touchée. Et quand vous allez faire beaucoup d'échos, vous allez en découvrir encore davantage. Et il faut savoir comment prendre en charge ces maladies. Les causes, c'est essentiellement l'obésité, le diabète, les dyslipidémies, le syndrome métabolique. Il y a d'autres causes qui ne sont pas tout à fait encore claires, mais la recherche est en train donc de faire le lien entre ces maladies et la stéatose. Le plus important, c'est le cas clinique. Donc voilà une patiente qui est de 48 ans, sans antécédent, qui consulte pour douleur abdominale. L'examen physique est normal et l'écho abdominal que vous faites devant toute douleur abdominale, et je pense que c'est une bonne chose que vous faites chaque fois qu'un malade vient vous voir pour douleur, vous faites une échographie. Cette échographie trouve un foie réfléchissant, homogène, avec atténuation des échos en profondeur. Comparé à l'écostructure durale, il paraît hyper échogène. Donc ça, c'est l'aspect typique d'une stéatose en échographie. Croyez-moi que vous allez en voir souvent. Vous allez voir, si vous faites des échos, vous allez en voir souvent. C'est quand même 20% de la population, c'est pas rien. C'est un malade sur 5. C'est énorme.
Ma question première, vous allez voir que pour chaque présentation, j'ai fait 7 questions. Pour chaque clinique, il y a 7 questions pour lesquelles on doit répondre au moyen 7. Est-ce que l'échographie est un moyen fiable pour le diagnostic de la stéatose? C'est-à-dire, est-ce que chaque fois que je fais une écho, je ne trouve pas de stéatose, je peux lui dire qu'il n'a pas de stéatose? Et est-ce qu'à chaque fois que je vois un foie comme ça, c'est de la stéatose et pas autre chose? C'est-à-dire, finalement, ma question, quelle est la sensibilité, spécificité de cet examen dans le diagnostic de la stéatose? La réponse, pour ne pas tarder, parce que je sais que vous êtes fatigué, vous avez travaillé 2 jours et demi, vous travaillez un dimanche, c'est le jour de déjeuner, donc je vais vous épargner on peut, s'il y a des gens qui veulent donner des réactions, c'est bienvenu. J'aime bien que ce soit interactif, mais sinon, pour faire vite, donc il faut qu'on termine dans 1h30, 1h20 maximum. La sensibilité 85, c'est-à-dire que l'échographie peut rater 15. On fait moins. Qu'on fasse 1 heure, je ferai 20-20-20. On fait 20-20-20, allez, parti pour 20-20. On va faire 20 minutes par 4 cliniques, comme ça on prendra 1 heure, 1 heure et quart. Il y a des malades qui peuvent échapper au diagnostic échographique de stéatose. Ça, il faut le savoir. Donc, vous ne pouvez jamais dire à quelqu'un sur une échographie normale qu'il n'a pas du tout de stéatose. Tout simplement, le rationnel par rapport à ça, c'est que pour que l'échographie voit un foie de stéatose, il faut que la stéatose soit au moins modérée, supérieure à 30%. Un foie où l'infiltration n'a pas concerné plus de 30% des hépatocytes, l'échographie va être normale. Donc, c'est à partir d'un niveau d'infiltration par les triglycérides, parce que c'est les triglycérides qui se déposent au niveau du foie, c'est à partir d'un niveau que l'échographie sera concluante. Donc, on ne peut jamais éliminer le diagnostic du stéatose sur une écho normale. Mais lorsqu'on le voit, et lorsque c'est comme ça, quand même, c'est 95%. On a de fortes chances que ça soit ça et pas autre chose. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une autre maladie du foie qui peut donner un foie réfléchissant. La cirrhose peut donner un foie réfléchissant. Les hépatites virales peuvent donner un foie réfléchissant. C'est la raison pour laquelle, chaque fois qu'on voit un foie comme ça, le premier diagnostic, c'est la stéatose, mais ça peut être dans 5% autre chose, une hépatite virale, une hépatopathie chronique ou autre. Donc, résumé, c'est un excellent moyen pour le diagnostic de la stéatose. On peut dire comme ça, c'est un excellent moyen pour le diagnostic de la stéatose. Deuxième question. Le patient, vous allez lui dire que vous avez la stéatose. Déjà, vous devez se poser la question, quel est le risque chez le patient? Il peut vous poser la question aussi. Eh bien, le risque, c'est de faire une stéatohépatite.